Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rencontré ce mercredi le président de la Banque africaine de développement Donald Kaberuka. Il a été question du retour progressif de l'institution financière en Côte d'Ivoire. Les assises de la BAD se tiendront demain jeudi au Maroc. La Côte d'Ivoire, modèle de sécurité pour certains pays de la sous-région, le CCDO d'Abidjan, avec son système de caméras surveillance, intéresse des ministres venus prendre part au premier salon international de la défense et de la sécurité intérieure. À l'étranger, le chef de la diplomatie française souhaite que le Mali vote en juillet prochain. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, se veut optimiste, malgré quelques incertitudes concernant le nord-est du pays, plus précisément la région de Kidal. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les assises de la BAD s'ouvriront demain jeudi. En prélude à ces assises, le chef du gouvernement ivoirien a rencontré en cours de journée le président de la Banque africaine de développement. Au centre des échanges, le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire avec le financement en partie de la BAD. Le chef du gouvernement ivoirien et le président de la BAD ont également débattu du retour de l'institution financière à Abidjan. Alvorassa. La coopération entre la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures était le premier point de cette séance de travail entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et sa délégation et le président de la Banque africaine de développement Donald Kaberuka. Vous pouvez l'imaginer, nous parlons de la coopération avec la Côte d'Ivoire et coopération surtout dans le domaine des infrastructures où nous souhaitons travailler d'une façon innovante avec l'État ivoirien pour mettre en place des projets structurants. Outre le développement des infrastructures, la feuille de route du processus du retour de la Banque africaine de développement a été abordée. Une feuille de route qu'apprécie le président de cette institution, Donald Kaberuka. Au niveau de mise en œuvre du feuille de route et au niveau de la Côte d'Ivoire et de la BAD, on avance. De temps en temps, il y a quelques éléments de délai. Dans tout projet de cette nature, il y a toujours quelques éléments de délai, mais nous faisons tout pour les rattraper afin de veiller au respect intégral. Je dis bien respect intégral de feuille de route qui a été indiqué à Tokyo. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, on travaille la main dans la main avec l'État ivoirien et l'État tunisien pour veiller à ce que donc, le départ de la banque se fait dans les bonnes conditions. La franche collaboration entre les deux parties, la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, qui a enregistré des avancées notables dans le processus du retour de cette institution financière à son siège à Abidjan, permet à Donald Kaberuka de préciser la période de ce retour qu'il veut effectif. La feuille de route commence bel et bien avant la fin de cette année, avec les équipes d'avance qui vont aller sur l'Abidjan. Déjà, le département chargé des opérations en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, vont aller d'ici, je pense, juillet. Maintenant, nous avons dans le feuille de route donc, les installations assez importantes. Les gens donc partent là au fur et à mesure que ces infrastructures sont en place. Mais nous avons bel et bien l'intention, je le dis ici formellement, que moi-même et le conseil d'administration, suivant la feuille de route, nous devrions être à Abidjan au premier trimestre de l'année prochaine. Maintenant, s'il y a 30 jours de retard, je ne sais pas, 40 jours ou 10 jours d'avance, ça ce n'est que normal. Et comme j'ai dit au président Ouattara, donc la célébration de la cinquantaine de la banque, nous souhaitons que ça fait à Abidjan à son siège. 2014 marquera donc la fin du processus du retour de la Banque africaine de développement à Abidjan. Nous restons à Marrakech, au Maroc, où le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a également rencontré des personnalités du monde de la finance. Il s'agit entre autres du directeur général d'Ecobank, Thierry Tano. Au cœur des entretiens, l'augmentation des activités de la banque pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Toujours Alvorassa. Le groupe Ecobank, qui contribue au développement de la Côte d'Ivoire par ses investissements, veut accélérer ce processus. Et c'est de cela qu'il a été question lors de l'entretien entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le directeur général de ce groupe Thierry Tano. Je pense que le groupe Ecobank et Ecobank Côte d'Ivoire jouent un rôle important tant en financement
des activités du gouvernement par l'acquisition et l'achat de bons de trésor, mais également par le financement de différents acteurs économiques en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes une banque présente, consciente également de l'importance du financement de l'économie qui fait partie de notre... Ici à Marrakech pour participer aux assises annuelles 2013 de la Banque africaine de développement à la demande du président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan soutient que la Côte d'Ivoire doit continuer à œuvrer pour le retour de la BAD à Abidjan. Vous savez que depuis un certain temps, il y a un comité interministériel qui est mis en place pour travailler sur les différents dossiers donc, de retour de la BAD. Nous allons faire le point avec eux. Ces questions concernent notamment donc, le siège de la BAD. Vous savez actuellement que nous avons l'immeuble CCIA qui est en cours de finition qu'on va leur prêter, donner dans un premier temps, qui pourrait donc louer en attendant que le siège définitif de la BAD finisse. La deuxième chose, c'est qu'il y a les problèmes des écoles, la remise à niveau donc, de Mermoz et du lycée américain, de manière à permettre aux enfants donc, de la BAD de participer, donc, disons que normalement, à leur formation à Abidjan. Il y a bien sûr le dossier donc, des logements. Qu'il faudrait pouvoir régler. Et vous savez que dans ce domaine, il y a deux grands dossiers au niveau de la CNPS et au niveau donc, de la SOTRA pour construire 500 logements dans un premier temps pour permettre leur retour donc, dès donc, la fin de l'année 2013 pour le premier lot. Et donc un dossier beaucoup plus important concernant 1500 logements pour le retour définitif en 2014. Voilà les dossiers qui font l'objet d'échanges avec la Banque africaine de développement. En plus donc, des financements concernant même l'économie ivoirienne. En attendant la cérémonie officielle de ces assises annuelles 2013 de la Banque africaine de développement prévue jeudi, où il sera une fois de plus question du retour de la BAD à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan se veut donc rassurant. En marge de la 48e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, également gouverneur de la BAD, s'est entretenu avec le président du Conseil des gouverneurs de la BAD. Au menu des discussions, le retour de l'institution financière à son siège statutaire à Abidjan. Et lors de cette rencontre, le ministre Mabry Touakeus avait à ses côtés le ministre des Infrastructures Hachi Patrick, le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances Niale Kaba. Le retour de la Banque africaine de développement BAD à son siège statutaire à Abidjan, bientôt une réalité. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus, à cette rencontre avec le président du Conseil des gouverneurs de la BAD, Nisa Baraka, a eu l'assurance que ce n'est qu'une question de temps. Cette réunion a été l'occasion pour préparer en fait la réunion de demain, donc qui sont les assemblées et les prochaines décisions donc, qui seront prises. Et notamment donc la décision du transfert du siège de la BAD donc de Tunis à Abidjan. Demain en fait sera une occasion pour pouvoir adopter de manière définitive cette feuille de route, ce qui permettra véritablement de donner de la visibilité à la BAD, mais également à la Côte d'Ivoire pour mieux se préparer pour cette arrivée importante. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement a quant à lui assuré que du côté d'Abidjan, tout est mis en œuvre pour accueillir l'institution bancaire. La BAD a des responsabilités, la Côte d'Ivoire, la sienne. Donc nous avons, relativement à ce qui nous revenait de faire, pris des dispositions. D'abord pour que le bureau alternatif que nous devons mettre à la disposition de la BAD soit prêt. C'est l'immeuble CCIA, les travaux sont en train d'être achevés. Ensuite, en termes de logement, des dispositions ont été prises. Et au moment où je vous parle, je peux vous dire que d'ici la fin de l'année, nous pouvons mettre à la disposition du personnel de la BAD au moins 800 logements. Au moins 800 logements dans les délais qui ont été indiqués. Et ensuite, comme ce n'est pas vague, le reste sera disponible. Sur la question de l'école, nous, au niveau de l'enseignement français, il n'y a pas de soucis, mais en ce qui concerne l'enseignement anglophone, donc il y avait quelques soucis qui viennent donc d'être pris en charge récemment avec l'offre qui a été faite par un établissement sur place de près de 300 places. Donc je crois que pour la scolarisation des enfants, il n'y aura pas de problème. Au cours de cette rencontre, il a été aussi question de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le ministre marocain de l'économie et des finances a souligné que son pays est prêt à accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de développement.
C'était le compte-rendu de Herman Niamien. Croissance démographique en Afrique, dividendes démographiques ou bombe à retardement, c'est le thème d'un séminaire de haut niveau qui s'est tenu ce mardi 28 mai, qui s'est tenu hier mardi 28 mai. Ce séminaire qui fait partie des sujets au menu de la 48e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement a pour objectif d'impliquer le secteur privé dans la résolution de la question du chômage en Afrique. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, par ailleurs président de l'Association du patronat ouest-africain, Jean Kakou Diagou, membre des panélistes, avait à ses côtés la ministre ougandaise de l'économie et des finances et Célestin Monga, conseiller directeur à la Banque mondiale. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du chef de l'État, Alassane Ouattara, dans le district des Savanes, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a rencontré les cadres et élus de la région devant accueillir le chef de l'État. C'était au cours d'une cérémonie d'information officielle tenue hier au plateau. Patricia Omouetia pour les détails. Ils étaient tous présents, les présidents d'institutions, les ministres d'État, les élus et les cadres pour entendre la nouvelle sur la prochaine étape de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. C'est de vous informer officiellement de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes dans la période du 2 au 8 juillet 2013. Au cours de la série d'échanges, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a exhorté les élus et les cadres du district des Savanes à se mobiliser pour la réussite de l'événement. Que cette visite mobilise les fils du district au-delà des considérations politiques. Il veut vraiment que ce soit un grand rassemblement, que ce soit une grande rencontre qui marque les consciences et qui marque l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette visite d'État du président de la République dans le district des Savanes intervient après celle du Guemon, du Kabali, du Tonkwi et du Zanzan. La Côte d'Ivoire est un exemple de réussite en matière de sécurité en Afrique de l'Ouest. Des ministres des pays voisins s'intéressent au CCDO d'Abidjan, Centre de coordination des décisions opérationnelles. En particulier, son nouveau système de vidéosurveillance présenté au premier Salon international de la défense et de la sécurité intérieure à Abidjan. Et c'est avec Lansina Ouattara. Dans l'usage des technologies pour la sécurité urbaine, la Côte d'Ivoire est un pionnier en Afrique de l'Ouest. En mettant en place en mars dernier le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, le pays s'offrait ainsi le NEC plus ultra en matière de télésurveillance. Une visite conduite par le premier responsable de la sécurité, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, avec ses homologues des pays voisins, a permis de voir les capacités de cette structure. Au-delà de la sécurité urbaine, ce genre de dispositif pourrait aider, selon le ministre, à lutter contre l'insécurité transfrontalière. Avec les menaces terroristes des djihadistes, nous n'avons plus le choix que d'être davantage unis et d'avoir une unité d'action contre la menace. Impressionnés par la qualité des installations et des moyens, les visiteurs du jour ont exprimé la volonté de s'en inspirer et apporter ainsi des solutions au banditisme dans leurs pays respectifs. Il nous faut être ensemble pour faire face à cette insécurité qui menace notre sous-région. Aujourd'hui, le banditisme a beaucoup évolué et je ne pense pas que seul un pays peut contrecarrer. Grâce à ces innovations, nous assistons à un niveau, j'allais dire, acceptable pour une grande ville comme Abidjan, mais il faut continuer parce que la lutte contre la criminalité, contre l'insécurité est une lutte permanente. Government of Côte d'Ivoire is on the move. Nous avons vu tous ces équipements et cela rassure les populations. Abidjan, cette grande ville, a adopté la sécurité électronique avec de grands moyens. Nous allons continuer de collaborer, d'échanger les renseignements entre les administrations et cela grâce aux technologies. Et ce que nous avons vu tout à l'heure dans la salle de commandement nous montre exactement, nous avons non seulement le renseignement avec les caméras, nous avons également la présence sur le terrain. Parce que cette présence donnée par les caméras est tout de suite relayée aux forces avec les moyens de communication. Le Mali vit une situation actuelle, mais c'est une situation qui est pratiquement importée d'ailleurs. Et donc, c'est dire que c'est une situation qu'il faut ensemble maîtriser et ensemble lutter contre.
Célébration aujourd'hui, 29 mai, de la Journée internationale des casques bleus. Une occasion pour rendre hommage à tous ces soldats des Nations Unies qui mènent sur le terrain des opérations de paix, mais également ceux qui ont perdu la vie en servant le drapeau bleu. Cette journée a également été célébrée à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ouattara Amadou et Dirasouba Larsen. Commémorée le 29 mai de chaque année, la Journée internationale des casques bleus de l'ONU a été célébrée à Bouaké par le détachement de l'ONUCI du secteur Est. Cette célébration vise à rendre hommage aux 111 000 casques bleus qui servent dans les 15 opérations de maintien de la paix de l'ONU à travers le monde pour leur professionnalisme et pour leur courage. C'est aussi l'occasion d'honorer la mémoire des 3100 casques bleus qui ont perdu la vie pour apporter la paix. Salut aux couleurs, prestations artistiques et culturelles. Exposition d'œuvres d'art et culinaires des pays membres que compte le détachement des Nations Unies à Bouaké ont été au menu de cette commémoration. Au cours de cette cérémonie, le message des Nations Unies a mis l'accent sur la flexibilité des opérations de maintien de la paix. Les missions de maintien de la paix évoluent de plus en plus vers des missions qui n'étaient pas initialement attribuées aux casques bleus. Donc c'était l'occasion de dire attention, les casques bleus nous faisons bien, mais de plus en plus nous allons être amenés à changer le mandat que nous avons à faire en fonction des menaces qui se présentent à la paix dans le monde entier. Cette année, le thème de la commémoration de la Journée internationale des casques bleus est « Maintien de la paix, s'adapter aux nouvelles réalités ». Respectons les droits des réfugiés et des personnes déplacées, c'est l'intitulé du rapport annuel d'Amnesty International. L'accent est donc mis sur le droit des migrants en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire devenue un pays d'émigration en 1988 et qui compte 13 millions de migrants. Le compte rendu de Patricia Omouitia. 5 ans après son indépendance, la Côte d'Ivoire comptait déjà environ 700 000 étrangers. Les plus importants sont les migrants des pays limitrophes que sont le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Vous voyez, tout le monde ne peut pas être pareil. Même au Mali, en France, tout le monde ne peut pas être pareil. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on a des difficultés. Il y a des moments où aussi tout va bien. En Côte d'Ivoire, je suis tranquille ici, puis ici on laisse. Et puis ça marche aussi, quoi, ça pousse. Et pourtant, pour Amnesty International, les droits fondamentaux d'un grand nombre de migrants, environ 214 millions de par le monde, ne sont pas protégés. Pour la question migratoire, on sait que la Côte d'Ivoire a autour de 25 à 30% de personnes migrantes, mais la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui offre plus de possibilités pour les personnes étrangères qui vivent sur son territoire, plus de possibilités en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de travail. Et donc nous sommes quand même l'un des pays qui peut être cité en exemple. L'intitulé du rapport annuel 2013 l'indique clairement. Respectons les droits des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées. Le rapport de l'année dernière parlait aussi des déplacés suite à la crise post-électorale. Environ 60 000 sont encore au Libéria. Il y a environ 15 000 entre le Ghana et le Togo. Et donc sur cette question des déplacés et des réfugiés, il y a encore beaucoup à faire. Le rapport annuel de Amnesty International a également recensé des restrictions spécifiques à la liberté d'expression dans environ 101 pays et des cas de torture et de mauvais traitements dans 112 pays. Des hommes d'affaires américains sont depuis lundi à Abidjan. Ils sont à la recherche d'opportunités d'investissement dans les domaines de l'industrie, des transports et de l'éducation. Ces opérateurs économiques américains ont eu des séances de travail avec certains ministères. Le compte rendu de Jean-Jacques Kwame. Les objectifs de cette mission d'hommes d'affaires américains, établir des contacts avec le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, prospecter le marché ivoirien et faire un diagnostic des opportunités d'affaires en vue d'éventuels financements. Ce lundi a été marqué par une rencontre avec le conseil du président de la République chargé des infrastructures d'Isaac, également président du comité national de pilotage des partenariats publics-privés PPP. Des séances de travail ont ensuite eu lieu avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et les représentants des ministères de l'Industrie et des Transports. Au cours de ces différentes réunions de travail, chaque ministère a présenté ses objectifs et projets en matière de développement
qui pourrait susciter un intérêt de la part des investisseurs américains. La mission d'hommes d'affaires américains en Côte d'Ivoire prend fin ce vendredi 31 mai par une conférence de presse à l'immeuble Siam au plateau. Un atelier de 2 jours s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan à l'initiative du patronat ivoirien. Au cœur de la rencontre, la libre circulation des marchandises et l'élimination des droits de douane. Hugues Hervé Blé nous en dit plus. Ce que vise le patronat ivoirien, c'est permettre aux opérateurs économiques de Côte d'Ivoire d'avoir une meilleure compréhension et une parfaite maîtrise des règles d'origine des produits de la CEDEAO. Ces règles se définissent comme des critères permettant de déterminer le pays d'origine d'un produit, de connaître le pays dans lequel le produit est fabriqué. Leur mauvaise connaissance n'est pas sans conséquence. Et le problème, c'est que si l'on ne connaît pas les règles d'origine, on ne sait pas non plus quels sont les avantages qui sont liés à ces produits-là. Pour le secteur privé, ce séminaire sur les règles d'origine dans les unions douanières permet de trouver des solutions à bon nombre de problèmes. Nous avons rencontré sur le terrain des difficultés, notamment avec la douane qui contestait certains certificats d'origine pour des produits en provenance de la zone UEMOA et même souvent CEDEAO. Donc nous avons compris ici à l'occasion de ce séminaire que la douane nous offrait une possibilité de pouvoir constituer une caution et mettre le dossier en litige en instruction. Et après instruction de ce dossier, voir si la légalité de l'origine du produit est confirmée, lever la caution qui a été disposée. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a fait le choix d'aider à la vulgarisation des tests portant notamment sur la procédure de l'octroi de l'origine et celle de la délivrance des certificats d'origine. En le faisant, la CGC entend permettre au secteur privé ivoirien d'en tirer les avantages qu'il offre au monde des affaires. Quand la beauté s'allie à l'intelligence, le traditionnel concours Miss Mathématiques s'est tenu samedi dernier. L'événement était à sa 11e édition. 301 candidates des classes de 3e et terminale C venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire se sont affrontées à Grand-Bassam. Mamadou Kwasi revient sur l'événement. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cette maxime se justifie bien avec Danhour Samira. À 13 ans, elle est en classe de 3e au lycée Sainte-Marie de Cocody. Avec une moyenne annuelle de 19,74 sur 20 en mathématiques, Samira est candidate au concours Miss Mathématiques, un concours d'expression de la beauté intellectuelle. Il suffit d'étudier les propriétés, de les mettre en pratique pour avoir de bonnes notes en mathématiques. J'aimerais bien être avocate, mais j'aime bien les maths aussi, donc en tout cas, je vais être avocate. Avec elle, 200 autres candidats des classes de 3e et 101 filles des classes de terminale C, toutes venues des écoles publiques et privées de la Côte d'Ivoire. Elles rêvent de la couronne pour bénéficier d'une bourse d'études à l'extérieur. Il nécessite beaucoup de réflexion avant de trouver la réponse, mais c'est pas si difficile que ça. Il y a certaines choses qu'on a vues en classe. Les mathématiques sont faites pour tout le monde, les garçons comme les filles. Il faut seulement se donner, avoir de la volonté et puis beaucoup travailler aussi. Avec le soutien des proches, les conseils, tout ça, ça va aller. J'aime d'abord les maths. Et je veux devenir architecte. C'est ce qui m'a poussé à travailler pour venir au concours. La Société mathématique de Côte d'Ivoire, initiatrice du concours, veut encourager les jeunes filles à s'intéresser aux sciences. L'enjeu en vaut la chandelle. Ça permet aux élèves de faire le bilan de leur révision et puis après ce concours-là, de corriger ce qui n'allait pas. Nous voulons des talents au niveau des jeunes filles pour participer au développement de notre pays. Et depuis 2000 jusqu'ici, celles que nous avons réussi à envoyer en France, aux États-Unis, au Canada, vraiment honorent la Côte d'Ivoire. Et maintenant, elles sont tellement sur les enchères des pays européens qu'elles ne peuvent même pas revenir travailler chez nous. Et c'est ça qui est dommage. Pour participer au concours Miss Mathématiques, il faut obtenir une moyenne annuelle de 10 sur 20 en mathématiques pour les classes de terminale C et de 14 sur 20 pour les classes de 3e. Les élèves de l'école primaire publique BAD 1 d'Abobo-Cléocha se sont retrouvés samedi dernier à l'espace des fêtes du même quartier.
Objectif, revendiquer le droit des enfants à l'éducation et à la protection contre toutes ses formes. C'était une initiative de l'organisation Save the Children. Les précisions de Doigt des Lasers. Le terrain de football du quartier Kluetia. Nous sommes dans la commune d'Abobo. Comme ce tableau l'indique, les enfants de Côte d'Ivoire réclament tous le droit à l'éducation. Pour le petit Franck Ake Adepo, sa sœur doit emprunter le chemin de l'école afin de garantir son avenir. Ma sœur doit aller à l'école pour savoir lire et écrire, pour travailler bientôt. Tous les parents doivent déclarer les enfants et que les enfants aient des actes de naissance pour éviter qu'ils soient des apatrides demain. C'est le premier élément qu'un enfant doit avoir avant d'avoir accès à la classe de CP1. Un cri de cœur entendu par l'organisation non gouvernementale Save the Children. La directrice pays de cette organisation, Hélène Kassema Janson, entend tout mettre en œuvre pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire accèdent à l'école. Vous connaissez bien vos droits et vous avez partagé ce message avec nous aujourd'hui. Vous avez le droit d'aller à l'école, n'est-ce pas? Aller à l'école, c'est pas seulement d'apprendre, d'écrire, c'est aussi d'apprendre les connaissances de la vie, contribuer à développer votre communauté. L'organisation non gouvernementale Save the Children entreprend depuis plusieurs années des actions de solidarité dans le domaine de l'éducation et dans la défense des droits des enfants les plus défavorisés. Et puis cette information, en bref, dans le cadre de l'appui de l'Union européenne à la réhabilitation de secteurs sociaux et de services de base en Côte d'Ivoire, ACTED, Agence d'aide à la coopération technique et au développement, en partenariat avec l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique, EAA, met en œuvre le projet Assainissement intégré et durable des ménages vulnérables et d'un groupe scolaire dans 3 quartiers défavorisés du district d'Abidjan, dans les communes d'Abobo et de Yopougon à Abidjan. Vendredi dernier, c'était la date de clôture de dépôt de candidature des délégués régionaux de la MUGEFSI. Le comité électoral a, au cours d'un point de presse, fait le point sur les candidatures. Doigt de l'ADER pour le compte-rendu. Les élections des délégués régionaux de la Mutuelle Générale, des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire se confirment. Les urnes et les isoloirs sont déjà disponibles. Il ne reste que leur acheminement vers les différents bureaux de vote à l'intérieur du pays. Le comité électoral national, en charge de l'organisation des élections, se réjouit de la mobilisation des mutualistes autour de cet événement historique. Selon le porte-parole du comité électoral national, Diomandé Lassiné, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la réussite du scrutin. Nous avons 867 candidats sur les listes. Nous avons validé les 103 listes. Et pour montrer qu'il y a un engouement, il y a 31 régions et districts où il y a au moins 2 listes concurrentes. C'est seulement une seule région qui a une seule liste. Et je voudrais indiquer que la campagne s'ouvre ce mercredi à minuit et va s'achever le vendredi 7 juin à minuit également. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, les mutualistes disent, doivent montrer qu'ils sont suffisamment responsables, qu'ils sont matures, qu'ils peuvent voter dans le calme et la sérénité. Bien sûr, ce sont des élections, ça va susciter certainement des passions, mais des passions qui seront certainement contenues. Le vice-président du comité électoral national, Vakaba Touré, lui appelle à une élection civilisée. Nous allons avoir en main le destin de notre mutuelle. Les responsables de la MUGEFSI ne seront plus nommés. Alors ce retour-là doit se faire comme une fête. Les retrouvailles doivent se passer dans le calme et dans la sérénité. Plus de 276 000 mutualistes cotisants de la MUGEFSI sont attendus dans les urnes le 9 juin prochain. Ils vont élire 100 délégués régionaux sur les 103 listes de candidatures retenues par le comité électoral national. Les délégués qui seront élus vont à leur tour choisir le président du conseil d'administration à la fin du mois de juin. L'actualité au plan international à présent. Le chef de la diplomatie française souhaite que le Mali vote en juillet prochain. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, se veut optimiste malgré quelques incertitudes. Rappelons que la date de la prochaine présidentielle au Mali a été fixée au 28 juillet. Reportage. C'est une visite au pas de charge. En l'espace de quelques heures, Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, a rencontré son homologue malien, le Premier ministre Django Sissoko et bien entendu le président Dioncounda Traoré.
À 2 mois du scrutin, il se dit confiant. Je repars avec vraiment un jugement positif sur ce qui est fait ici. Je pense qu'on est sur les bons rails, que ce soit sur la perspective électorale, sur ce qui concerne la sécurité et sur le développement. Optimiste Laurent Fabius, et pourtant de nombreux inconnus planent toujours sur les conditions du vote à Kidal. La ville du Nord est toujours sous contrôle des rebelles touaregs du MNLA, mais pour le président malien, pas de doute, le scrutin aura bien lieu sur tout le territoire. Je suis convaincu que les élections, en tout cas le premier tour de l'élection présidentielle, aura lieu avant le 31 juillet. Donc la date du 28 me paraît une date tout à fait... Partout. Partout. L'armée malienne sera à Kidal le 28 juillet. Y compris à Kidal, et l'armée malienne sera à Kidal. Voilà. Le drapeau malien flottera à Kidal. Une réponse à peine voilée à François Hollande, qui récemment préconisait le déploiement dans un premier temps à Kidal de l'administration civile, puis seulement après de l'armée malienne. Une prise de position qualifiée d'ingérence par certains hommes politiques maliens. Nous trouvons que ces propos sont très mal à propos et révèlent vraiment les intentions cachées de la France de faire la mainmise sur Kidal et d'encourager la partition du pays. En plus de l'épineux problème de Kidal, les autorités maliennes devront faire face à d'autres difficultés, la sécurité et l'organisation du vote de 500 000 déplacés et réfugiés. Avant de clore ce journal, il est à rappeler que la 48e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement se tiendra demain jeudi au Maroc. Il sera entre autres question au cours de cette assemblée du retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur RTI1.